Madame, la parole est à vous. D'abord, je suis un peu... Il faut que j'appuie sur le petit bouton. D'abord, je m'excuse d'abord d'être arrivée en retard. Et puis, il se trouve que je suis rentrée hier soir de vacances. Donc, je n'ai objectivement rien préparé. Voilà, donc je viens avec différentes idées que j'ai entendues là maintenant, et puis au fond, en vous écoutant et en regardant un peu le programme de ce colloque, je me disais bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça fait très très longtemps que je me pose la question. Je dois dire que je suis moins optimiste que je ne l'ai été à un moment, par exemple dans les années 80, à la fin des années 90, et pourtant au Cambodge, ça commençait déjà à tourner court. Voilà, donc ce que j'aimerais plutôt faire, c'est avec vous initier une discussion avec M. Véron, avec M. Sam Rainsy. Qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter au moins d'amortir, je dirais, l'effet du partenariat entre Hun Sen et la Chine pour le Cambodge et puis plus largement pour l'Asie du Sud-Est. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas considérer la question cambodgienne hors de la question Asie du Sud-Est et peut-être plus particulièrement de la question Asie du Sud-Est péninsulaire, c'est-à-dire Birmanie, Thaïlande, Cambodge, Laos et Vietnam. Et là, effectivement, je veux dire que je souscris tout à fait à ce que vient de dire Emmanuel Véron. Le Cambodge est évidemment un laboratoire de cette concurrence entre systèmes politiques qui a été larvé pendant très longtemps et qui, depuis l'arrivée de Xi Jinping, prend clairement une note anti-occidentale. Et là, moi, ça nous renvoie quand même aux années 91-92. J'étais jeune thésarde et je travaillais sur l'ASEAN. Le Cambodge n'était pas dans l'ASEAN, mais déjà quand même, on s'interrogeait sur les questions de culture politique. Et je pense qu'elles ont beaucoup d'importance parce que ça sera peut-être un des canaux par lesquels on pourrait se rapprocher de l'Asie du Sud-Est, parce que tout ce qu'on a fait quand même depuis les années 80 n'a pas véritablement fonctionné sur le plan politique. Alors, donc le Cambodge, vitrine, je dirais, de cette concurrence, et en fait, elle est très ancienne. Elle date évidemment d'avant Xi Jinping. On se souvient quand même que les Khmers rouges ont trouvé leur soutien en Chine, et que le drame cambodgien est quand même très fortement lié à la volonté chinoise de disposer de relais en Asie du Sud-Est. Donc, le Cambodge a très tôt été identifié par Pékin comme un espèce de ventre mou, d'un ventre traumatisé par lequel il pourrait agir. Et il est évident que le coup de force de Hun Sen en 97, après toute la difficulté à installer des institutions viables, le coup de force de Hun Sen en 97 n'est pas arrivé par hasard. Il est arrivé au moment de la crise asiatique et au moment où la Chine a vu dans cette crise du Sud-Est asiatique, cette crise économique et financière, une opportunité majeure pour réinvestir ce théâtre, se présenter surtout comme un leader naturel dans la région. Et là, déjà, la Chine ayant une capacité incroyable à se projeter dans le long terme et à s'organiser en sorte que ces visions soient mises en œuvre, a déjà utiliser, je dirais, ce Cambodge pour affaiblir l'ASEAN qui était à un point de basculement réformateur, dont on se souvient et qui a finalement reculé. Et je ne pense pas que Hun Sen aurait entrepris ce coup de force s'il n'avait eu le soutien de Pékin. Donc ça, c'est un premier point.
Enfin, je veux dire par là que cette question du Cambodge et des relations très particulières entre la Chine et le Cambodge joue énormément. Et puis cette très lente régression politique, mais très profonde, autour de ce Premier ministre. J'imagine que ça a été largement abordé, donc j'ai pas envie d'aller trop loin. Mais effectivement, cette obsession du pouvoir, cette obsession du contrôle, cette obsession narcissique de la puissance qu'incarne Hun Sen au détriment des aspirations, je dirais, des Cambodgiens, eh bien, on y a assisté de façon tout à fait impuissante. Alors, impuissance de la région et impuissance de l'ASEAN, dont il faudra parler, et puis impuissance de l'Occident. Enfin, je vous rappelle quand même que le Cambodge est un des pays, je crois que c'est le pays qui a reçu le plus de soutien financier des institutions internationales, et notamment de l'ONU, pour se relever après les accords de Paris. Donc il y a là quand même une question centrale sur laquelle on doit s'interroger, c'est pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné ? Et ça, on pourra ensemble et de façon interactive, vraiment essayer de comprendre afin, à nouveau, de voir si on peut aujourd'hui réagir. Et ce qui me semble quand même intéressant, c'est que Hun Sen, vous vous en souvenez, quand il a finalement intégré l'ASEAN, puisque l'ASEAN a quand même réagi à son coup d'État en juillet 1997 en repoussant son intégration dans l'ASEAN, qui a eu lieu 2 ans plus tard. Hun Sen s'est tout de suite opposé à la réforme nécessaire de l'ASEAN et qui fait qu'aujourd'hui, l'ASEAN reste toujours un mollusque mou, qu'on utilise pour faire passer quelques messages ou se donner une façade. Et je vous rappellerai qu'à la dernière réunion au sommet de l'ASEAN en Indonésie, Hun Sen a critiqué l'évolution en Birmanie. Donc on a là quelqu'un qui utilise, si vous voulez, cette association régionale pour se donner vis-à-vis de l'Occident une façade présentable. Mais donc ça pose une vraie question. Donc une impuissance de l'ASEAN, mais également une impuissance de l'Occident. C'est-à-dire qu'on a sur toutes ces questions de relations entre la Chine et le Cambodge, on a des informations qui sont très très bien documentées, comme Emmanuel Véron l'a montré dans son exposé détaillé, et pourtant, on n'arrive pas à convaincre ou à arrêter ce mouvement chinois. On n'y arrive pas. Moi, j'aimerais aujourd'hui, à nouveau, qu'on réfléchisse pour savoir ce qu'on pourrait faire pour cette opposition cambodgienne. Et je serais très heureuse d'entendre Sam Rainsy. Je l'avais interrogé il y a 5 ans à peu près maintenant, au moment des dernières élections. Je vous rappelle quand même que dans toutes les grandes villes du Cambodge, l'opposition était arrivée au moins à égalité avec le parti de Hun Sen. Donc il y a eu, si vous voulez, une captation, là aussi, on revient à une captation du pouvoir, une captation du flux politique par Hun Sen, qui aurait tendance aujourd'hui à vouloir mettre en place ce qu'on pourrait appeler une espèce de démocrature dynastique. Et là, il y a une vraie question, parce que la démocrature dynastique, on peut encore, je dirais, la comprendre, voire discuter avec les Singapouriens, parce qu'on n'est pas très très loin dans le cas de figure, si ce n'est que Singapour a pris position sur des sujets très sensibles comme la corruption, par exemple, et l'état de droit, dont on est très
très très très loin, comme nous l'a montré Emmanuel Véron, au Cambodge. Mais néanmoins, là, la question se pose évidemment de savoir comment réagir quand Hun Sen, qui a dit qu'il ne se qui en 17 disait qu'il ne se représenterait pas en 24, va probablement se représenter, et dans 5 ans, son fils, ou un de ses fils, se représentera. Donc là, il y a effectivement toute une réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, j'aimerais quand même, aujourd'hui, simplement, je m'inquiète énormément de l'avenir de cette Asie du Sud-Est. Et d'ailleurs, je m'inquiète plus largement du désintérêt européen pour l'Asie du Sud-Est. J'ai beau présenter des livres à des éditeurs sur ce que l'Asie du Sud-Est devient, et ça n'intéresse toujours pas. Donc, je crois qu'on n'a pas pris la mesure ici en Europe du danger, du risque que représente une Asie du Sud-Est qui va, je dirais, se vassaliser par rapport à la Chine, ou en tout cas qui n'aura pas d'autre solution que de suivre je dirais, la dynamique chinoise, et c'est vraiment à ça qu'on assiste. Néanmoins, ce que je constate, c'est qu'on a depuis quelques mois une vraie réaction américaine, mais qui va dans le sens d'une militarisation de la région, et on retrouve des rapports de force à peu près similaires à ceux qu'on trouvait pendant la guerre froide dans la région. Donc ça, c'est très inquiétant pour l'avenir de la démocratie, qui est quand même aussi notre sujet aujourd'hui, parce que on voit que les Américains aujourd'hui mettent en place des plateformes de résistance à cette poussée chinoise, et qui pourraient évidemment ne pas jouer en faveur d'une transition politique équilibrée. Alors, je crois quand même, moi, il y a une chose qui m'impressionne à chaque fois, c'est qu'on soit au Cambodge, qu'on soit en Thaïlande, qu'on soit en Birmanie, la jeunesse n'hésite pas. La jeunesse n'hésite pas et souhaite cette transition politique. Et donc, on sait qu'au Cambodge, quand même, plus de 30% de la population a moins de 25 ans, je crois. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette jeunesse, et comment peut-on l'aider à réaliser, je dirais, ce rêve d'un assouplissement des règles politiques. Je crois que ça, c'est aussi une des questions sur lesquelles je serais heureuse de vous entendre, Sam Rainsy, parce que c'est, à mon avis, et l'exemple thaïlandais, qui n'est pas tout à fait accompli, on ne sait toujours pas si Pita pourra former son gouvernement, mais enfin l'exemple thaïlandais montre quand même que cette pression de la jeunesse, qui est une jeunesse parfaitement structurée et assez cohérente, permet quand même des changements qui vont plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du respect de la population et des souhaits de la population. Voilà, donc je suis désolée, c'est tout à fait désordonné. Je suis prête à répondre peut-être à des questions plus précises, mais face effectivement à cette captation des jeux politiques à laquelle on assiste depuis plus de 25 ans, depuis 1997, on est démunis, on est véritablement impuissant. Qu'est-ce que on pourrait faire, à chaque fois que l'Union européenne envoie un message en faveur d'un principe de droit ou quoi, on a l'impression et de plus en plus d'ailleurs, que les gouvernements sont autistes. Je suis effrayée de voir à quel point la junte birmane, ou Hun Sen d'ailleurs quand ça l'arrange, savent faire la sourde oreille. Enfin, je veux dire, ce sont des tendances qui sont quand même très inquiétantes. Voilà, et ce qu'on pourrait imaginer comme avenir pour le Cambodge et plus largement pour l'Asie du Sud-Est. Merci. Juste un petit mot avant de donner la parole à Sam Rainsy, parce que vous l'avez interpellé plusieurs fois, et je pense qu'on attend tous effectivement
son propos. C'était pas du tout décousu, c'était formidablement dynamique et je ne peux qu'acquiescer sur ce que vous dites à propos de l'ASEAN. J'ai eu la chance d'être dans une mission de réflexion pour le Sénat et pour la Commission des Affaires étrangères et de la Défense qui siège ici sur l'Indo-Pacifique. Je ne suis pas sûr que le rapport soit d'une exemplarité, mais j'ai eu l'occasion de me rendre notamment en Indonésie, à Jakarta, de rencontrer les responsables de l'ASEAN. Effectivement, mollusque mou est une belle expression. Alors elle ne vient pas de moi, elle vient d'un homme que vous avez probablement connu et qui est un homme admirable, parce que je ne crois pas qu'il soit décédé, qui est Jean-Claude Pomoty, oui. qui était l'ancien correspondant du Monde, que j'avais été interrogé en même temps que Tanat Koman, qui était le ministre des Affaires étrangères thaïlandais à Bangkok. Et Jean-Claude m'avait dit, mais l'ASEAN, c'est un mollusque mou. Oui, alors totalement dans cet esprit, j'ai été fasciné par l'organisation, mais je savais un peu sa diversité, sa complexité. En revanche, j'ai rencontré tous les représentants de l'Union européenne en poste auprès de l'ASEAN. Et franchement, j'étais affligé par le faible niveau des gens qui étaient là, leur faible connaissance. Et quand j'aurais dit, mais quelle est la cohérence? Parce que M. Charles Michel, dans ses grandeurs d'ouverture, quand elles ne sont pas pro-chinoises, elles sont pro-ASEAN, a envisagé à terme un traité d'union commerciale entre l'Union européenne, il n'a pas dit le terme précisément, et l'ASEAN. Je dis, mais quelle est la cohérence de tous les accords de libre-échange passés avec certains pays, des accords de coopération, des systèmes préférentiels, tout sauf les armes, qui concernent notamment le Cambodge, mais aussi le Laos et la Birmanie. Comment vous harmonisez tout ça, si vous voulez faire? Aucune réponse, même pas le début du commencement. Donc je suis étonné, comme vous disiez, et je partage tout à fait ce point de vue, malheureusement, notre pays, compte tenu de son histoire et des responsabilités qu'on a au regard des accords de 91 par rapport au Cambodge, le faible niveau, degré, on a très peu de chercheurs comme vous qui vous intéressez à cette région. Et quand vous dites que vous avez trouvé du mal à trouver des éditeurs pour publier sur ces sujets-là, moi ça m'attriste totalement pour ce pays. Mais on a, je crois, totalement laissé en jachère et sans réflexion stratégique et politique toute cette zone. Voilà, c'était un petit commentaire personnel, mais qui va complètement dans le sens, et j'étais heureux d'entendre les arguments supplémentaires que vous m'avez donnés à ce sujet.